Imaginez vouloir déceler le secret des fossiles et que, lors d'une de vos sorties, vous découvriez plusieurs centaines de pierres gravées de la main de Dieu lui-même. C'est exactement ce qu'a trouvé un éminent scientifique de 1725. Des pierres aux formes plurielles allant d'animaux à des végétaux, jusqu'à des écrits en latin ou en hébreu, marqués d'une divinité qui attend encore et encore de pouvoir être entendue. C'est en 1725 que le scientifique allemand Johann Bartholomäus Adam Beringer découvre ces pierres à Endelstadt. Cependant, ce n'est pas une ou deux pierres, ni même 10, mais plus de 2000 qui seront retrouvées. 2000 pierres polies, faites de calcaire, ayant chacune un symbole différent. Pour le médecin allemand, c'est sûr, Dieu veut rentrer en contact avec l'humanité, et il a été désigné comme l'incarné de la divine providence. Pendant plusieurs semaines, Beringer a cherché des fossiles, le centre de ses travaux d'études, au bord de ces coteaux. Mais ses précédentes visites se sont révélées être décevantes, et c'est pourquoi, quand il découvre ces nouvelles pierres, pour lui, c'est sûr, c'est le signal d'une période nouvelle pour l'humanité. Ces pierres sont d'aspect brunâtre, calcaire, tenant dans la main d'un homme. Le plus étrange, c'est qu'elles semblent avoir été polies qu'au niveau de ses dessins. Le reste est resté brut, voire rugueux. Après avoir découvert la première pierre, illustrant un ver, puis un soleil, il envoie ses propres élèves, un certain Christian Zenger, ainsi que les frères Niklaus et Valentin Heine, pour aller en chercher davantage. Le médecin allemand, accompagné de ses acolytes, vont trouver 2000 exemplaires en seulement 6 mois. Chacune d'elles raconte une histoire, comme l'accouplement chez les amphibiens, très terre à terre, ou bien plus spirituel, comme l'étoile d'une araignée. Pour appuyer ses propos, Beringer va trouver le soutien de 2 rabbins, dont l'un d'eux dira avoir été frappé de la sainte peur à la simple vue de ces pierres divines. Mais si ces 3 hommes crient de tous leurs poumons que ces pierres sont différentes, c'est grâce à la présence des tétragrammes, une sorte d'alphabet divin de la tradition judaïque directement apposé en langue latino-hébraïque. D'autant plus que trouver des pierres fossiles ici n'est pas quelque chose d'exceptionnel, puisque c'est à cet endroit qu'il a l'habitude de travailler. C'est le simple jeu de circonstances, du fait que ses précédentes visites se sont révélées décevantes, qui ont fait croire à la véracité de ces apparitions. Émerveillé de ces trouvailles, il va décider d'écrire un livre dans lequel il répertorie tout. C'est près de 200 iconographies pour une douzaine de chapitres qui vont être créés pour Lithographiae Verse Burgensis. Il s'agit de son livre, publié en 1726, qui connaîtra un relatif succès pour son époque. Pour prouver sa bonne foi et le bien fondé de sa théorie ésotérique, Beringer va aller jusqu'à inviter d'autres membres du collège scientifique à venir eux-mêmes examiner ces pierres directement sur le terrain. De plus, par acquis de conscience scientifique, il va vouloir explorer d'autres pistes que le divin, en évoquant par exemple une simple formation naturelle ou même païenne, voire un mélange des deux. C'est pas moins d'une douzaine de théories qui seront rédigées, toutes mises au placard par Beringer lui-même, mélangeant rationnel et mysticisme. Cependant, il n'en confirme aucune, créant à chaque fois un contre-argument parfait. Pour l'exemple païen, il met en avant, je cite, « Les païens n'ont pas pu connaître le terme de Dieu », alors que c'est historiquement discutable. À cette époque, les connaissances archéologiques sont peu nombreuses, mais relativement suffisantes pour émettre l'hypothèse que les païens connaissaient le terme de Dieu. Déjà, durant l'Antiquité, le terme de Dieu était utilisé. L'attrait qu'il entretenait pour la religion catholique l'a poussé à parler d'une fabrication capricieuse de Dieu, pour reprendre ses propres mots, mais on peut l'excuser sur ce point, car les connaissances scientifiques lui ont fait défaut et l'ont conduit à faire une erreur de méthodologie, puisque, vous l'aurez compris, ces pierres, elles ne sont pas du tout le résultat d'une divinité taquine. Très rapidement, les scientifiques vont questionner les tirs de Beringer, parlant d'une fabrication anthropique récente, notamment à cause de traces de ciseaux à plusieurs endroits sur chacune des pierres. Ce à quoi le médecin répond que ces ciseaux ont été maniés de la main de Dieu.
En réalité, notre divinité se cache sous l'identité d'un professeur de mathématiques, Ignaz Rodrich, et du conseiller privé et bibliothécaire de l'université de Winterthur, George von Eckart. Leur but, c'est de punir Beringer de l'estime qu'il avait pour lui-même et du mépris qu'il avait pour les autres. Et en effet, Beringer avait une haute estime de lui-même, professeur de mathématiques et de philosophie, mais surtout doyen de l'université de Würzburg. Beringer descend de Ludwig Beringer, aussi professeur et qui avait fait parler de lui pour ses travaux. Ainsi, notre protagoniste descend d'une famille influente de cette ville bavaroise à la croisée principale des routes du Saint-Empire romain germanique. De plus, pour l'époque, il est l'un des rares à avoir un cabinet de curiosité. Il s'agit donc d'un meuble ou carrément d'une pièce qui détenait des objets sensationnels d'exception, à l'image d'animaux morts exotiques, de pierres précieuses, de végétaux que les Européens n'avaient alors jamais vus. Ces cabinets émergent avec les premières grandes explorations. Détenir un cabinet était quelque chose de rare, réservé à l'élite. En plus de ça, il était l'un des seuls à pratiquer l'ancêtre de la paléontologie, l'oryctologie, ainsi que la lithologie, à savoir l'étude des roches. Mais alors, comment un spécialiste s'est aussi facilement laissé tromper par ces roches factices? La réponse, elle est simple et tient, en quelques mots, le manque de connaissances. À cette époque, on ne sait pas encore comment se forment les fossiles. On pense qu'ils sont faits de matière organique et de roches, et Beringer n'est finalement que dans la continuité des théories de son époque, comme nous l'affirme le paléontologue américain Stephen Jay Gould. C'est alors un biais de méthode qui va le tromper, et ce, malgré lui. Revenons à nos divinités purement humaines, puisque c'est Eckart qui s'occupait de créer les pierres, et son acolyte se chargeait d'aller les déposer sur le site quand Beringer n'y était pas. Si au départ ils s'amusent de la situation, va se complexifier très vite. Ils perdent alors complètement le contrôle et tentent de convaincre leurs collègues que ces pierres sont totalement fausses, sans jamais néanmoins avouer qu'ils en sont à l'initiative. Pour Beringer, c'en est trop. Il en a marre qu'on se moque de lui, de ses théories, et amène l'affaire en justice. C'est pourquoi en avril 1726 s'ouvre le procès pour laquelle on va déterminer la nature de ces pierres et ainsi rétablir l'honneur du médecin. Il décide de formuler 38 nouvelles hypothèses et près de 21 nouvelles planches d'iconolithes. Ainsi, il laisse le champ libre au collège d'experts de déterminer laquelle est la bonne. Sa seule exigence sera que le monde accepte que ces pierres ne sont pas, dans leur intégralité, complètement fausses. Cependant, le procès ne mène à rien et Beringer comprend finalement qu'il a été dupé par ses pairs. C'est en juin que l'un de ses collègues, Zanger, avoue s'être approvisionné chez von Eckart, qui lui aurait fait devant lui, dans le but de gagner un peu d'argent. Alors le second procès s'ouvre. Ces deux collègues se défendent comme ils le peuvent, disant vouloir défendre leur honneur, en essayant de convaincre Beringer de ne pas publier le livre par acquis de conscience scientifique, mais disent aussi vouloir se venger de son arrogance. Je coupe la vidéo quelques petites secondes pour vous demander de vous abonner si le contenu vous plaît et me dire si vous connaissiez ou non l'histoire en commentaire. Il avoue porter toute la rancune que l'ensemble de ses collègues portent à son égard. Beringer, quant à lui, n'essaie plus de justifier la nature de ces pierres. Il veut juste se venger de von Eckart et de Rodrich. Encore aujourd'hui, personne ne sait pourquoi le médecin allemand a si vite changé d'avis, mais le résultat est là. Rodrich et Zanger sont bannis ou quittent la principauté. Von Eckart, lui, se voit interdire l'accès aux archives universités, condamnant ainsi ses travaux. Et pour celui qui nous intéresse le plus, notre Beringer, il continue à occuper ses fonctions universitaires, mais il ne publiera plus jamais rien. Jay Gould nomme cette affaire la plus célèbre histoire de fraude de la paléontologie. Quelques années plus tard, alors que Beringer est mort depuis 1740, son ouvrage est réédité. Dans cette nouvelle édition de 1767, les pierres seront nommées les Lungenstein, que nous pourrions traduire par les pierres menteuses, d'où le titre de cette vidéo. Les rares exemplaires qui ont survécu sont actuellement conservés au musée de l'université d'Oxford et de Taylor. Cette drôle d'affaire judiciaire
continue de se diffuser encore aujourd'hui, mais a souvent été déformé. Tantôt ses collègues sont remplacés par des étudiants frustrés d'avoir été recalés, tantôt Beringer se serait rendu compte de la mascarade quand son nom serait apparu sur l'une des pierres. Dans tous les cas, la fin est la même. Le doyen finit humilié et ruiné. Pourquoi ruiné ? Parce qu'après s'être rendu compte que toutes ses recherches reposent sur un canular, Beringer aurait tenté de les faire disparaître, en essayant notamment de racheter tous les ouvrages en circulation. Pendant plusieurs générations, les moqueries à son égard ont été nombreuses, et cet exemple est un cas de mystification typique de la figure du scientifique après presque avoir été sacralisé par ses propres trouvailles. Cependant, je suis au regret de vous annoncer qu'aucune référence dans la culture traditionnelle ou dans la pop culture n'existe pour cette histoire. C'est pourquoi nous en ferons l'impasse. En revanche, petite anecdote finale que j'ai piquée au chercheur Manuterium pour remplacer. Dans son ouvrage, Beringer utilise les anciens écrits de Kircher du XVIIe siècle. Dans cette encyclopédie, Kircher parle déjà de pierres que l'on savait fausses, comme une boucle du passé que Ronrich et von Eckart semblent avoir copié. Comme quoi, le plagiat n'est pas apparu avec YouTube. Enfin voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura intéressé et n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine, à plus.